BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir sincèrement que de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié à la tech, c'est De quoi je me mêle. Merci d'être là, merci de nous suivre, que ce soit en audio ou en vidéo. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle. Tout à l'heure, on va parler télétravail, mais sous l'aspect, on va dire, technologique. Lionel Paris sera avec nous pour nous expliquer, avec tous les ponts qui arrivent là en avril et les vacances, qu'est-ce qu'il faut emporter pour bien télétravailler à la campagne, à la plage, en vacances. Eh bien, on vous donnera pas mal d'indices tout à l'heure avec des écrans, les bonnes souris, les claviers, etc., la connectivité aussi et la sécurité. Ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre, bien évidemment. N'hésitez pas à réagir. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On commence par l'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Voilà, notre fidèle expert de la tech qui est là dans De quoi je me mêle toutes les semaines. Toujours pas remplacé par une IA, pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Il faudrait que je te touche pour voir, parce que peut-être que tu n'es qu'un hologramme. Je suis encore le vrai. Tu es encore le vrai. On va évoquer tout ça tout à l'heure. On va encore parler d'intelligence artificielle et de ChatGPT. Anthony, que vous retrouvez bien sûr tous les matins sur Good Morning Business, sur BFM Business, mais aussi à la mi-journée sur RMC. Anthony, dans l'actu, on va commencer par un petit élan de nostalgie. Voilà, il y a 50 ans les amis, eh bien, le premier test d'un téléphone portable était effectué, c'était à New York. Et on va y revenir parce que, mine de rien, on parle beaucoup d'innovation de rupture. S'il y a bien une innovation de rupture qui est arrivée il y a 50 ans, c'est bien celle-là. Ah oui, là, c'est vraiment un truc qui a changé nos vies. Moi, ça m'a mis un sacré coup de vieux quand même, parce que, en fait, j'avais plus l'idée que c'était si vieux que ça. Mais oui. Parce que c'est vrai que là, on parle, quand on dit 50 ans, c'était le premier appel passé depuis un téléphone portable. Mais après, avant qu'il y ait eu la commercialisation, il s'est écoulé 10 ans. Ouais, c'est vrai que quand on pense au premier téléphone portable, ceux qu'on voyait dans les voitures, là, qu'on a dans des films des années 80, 90, c'est vraiment plutôt cette époque-là. Mais ça, non, c'était top. Là, on parle du 3 avril 1973, et cet appel, il est passé par un monsieur qui s'appelle Martin Cooper. L'histoire est rigolote, c'était un ingénieur chez Motorola. Et donc, il passe ce premier appel, et le premier appel, en fait, c'est un énorme troll. C'est-à-dire qu'il décide d'appeler qui ? Il appelle son plus grand rival, l'ingénieur qui bosse. Alors, je crois que c'était chez Bell, tu vois, entreprise concurrente, évidemment. Et il l'appelle et il lui dit devine d'où je t'appelle, tu sais pas ce que j'ai dans la main là, je tiens un téléphone portable. Un téléphone, voilà. Sans fil. Sans fil, voilà, cellulaire et tout. Évidemment, gros blanc à l'autre bout du fil, donc il a fait son petit effet, si tu veux. Son petit effet. C'était assez L'autre marrant. a dû le détester. Ah, mais tu m'étonnes. Alors, quand on dit téléphone portable, alors c'était à New York, je crois. Ouais, absolument. Sur la 6e avenue. C'est ça. Et je me demande comment ça fonctionnait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Ils avaient peut-être dû installer une antenne, un petit truc dans le coin. Tu sais, c'est comme quand maintenant ils font les tests, quand ils ont fait les premiers tests pour la 4G puis la 5G, ils créent une sorte de hotspot avec un réseau très limité, et puis ils commencent à tester de cette manière-là. Et c'est assez marrant. Alors, quand tu vois les images aussi on dit téléphone portable, mais enfin, pour le porter, fallait faire de la muscu, quoi, limite. Mais c'était un truc. Le Dynatac, ça s'appelait. Il faisait 1,2 kg quand même. Il le surnommait la brique. Et tu avais une autonomie maximum de 25 minutes. Ouh. Donc 25 minutes. Mais cela dit, 25 minutes avec un téléphone d'1 kg. Ma mère n'aurait pas été contente. Hein. Elle qui adore rester longtemps au téléphone. Ah oui, bah là, on remarque que tu vois, ça limitait la consommation. C'était au moins, pas mal. là, t'allais à l'essentiel. Voilà, t'allais à l'essentiel. Donc voilà, ça c'était la première étape. Alors après, 10 ans plus tard, il a fallu 10 ans quand même entre cette première expérimentation et la commercialisation. Alors, on se plaint des prix des iPhones, mais le premier téléphone portable qui sort sur le marché, c'était 3 600 €, enfin, l'équivalent d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'était 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Parce qu'il y a eu 10 ans on va dire, pour peaufiner le concept, parce que c'était un prototype. Bien sûr. Essayer d'optimiser, et puis il fallait construire un réseau surtout. Il fallait construire un réseau, il fallait créer un marché potentiel aussi, il fallait imaginer les usages qu'allaient pouvoir avoir les gens. Alors c'est assez intéressant parce que dans un premier temps, ce sont les professionnels qui vont s'en emparer, ça coûtait tellement cher, c'est normal. Par exemple, les agents immobiliers, parce qu'ils pouvaient faire leur visite de maison et puis prendre les appels des clients en même temps. Donc tu as eu des cas d'usage comme ça. Bien sûr. Et puis ensuite, tu as eu une démocratisation plus large parce que les prix ont baissé, la miniaturisation a fait que les téléphones étaient de plus en plus abordables. Puis le GSM est arrivé dans les années 90. Voilà, le GSM est arrivé. Et c'est rigolo parce que moi j'ai un souvenir de mon oncle qui avait dans sa voiture un téléphone comme ça.
C'était la classe. Ça, c'était la classe. Ah là là Vraiment. là là. Alors là. Gordon Gekko, quoi. C'est vraiment Ah non, mais le là, loup de Wall Street. c'était James Bond. Ah, quoi. mais grave. Mais Il c'est avait ça. ça comme truc, il avait donc un téléphone, et c'est rigolo parce qu'en fait c'était au milieu, si tu veux, là où il y a le frein à main, où il y a la console où tu poses ton bras, tu sais, là tu avais le téléphone avec le fil, Ouais. mais comme le vrai fil, tu sais, comme ça là. Ouais, c'est ça. Bah, comme sur les téléphones fixes. En fait. Exactement, à ressort, et là tu décrochais, tu pouvais faire ton numéro et tout. Il avait une deuxième innovation à l'époque, moi qui me bluffait, c'était les cassettes, tu sais, je sais pas si tu as connu ça, c'était des autoradios, non pas avec des cassettes, des petites cassettes audio qu'on a connues, mais des grosses cartouches. Ah ouais. T'as pas connu ça? Dans la Dans la l'autoradio voiture, Ah non, et ça, je connaissais ça pas. te permettait d'avoir un son d'une meilleure qualité qu'une cassette audio, en Ah fait. ouais. Et alors là, et ça n'a pas marché ce truc-là, parce qu'il y a eu quelques albums qui étaient sortis et tout, tu vois, c'était un truc, et il avait le top du top, c'était le kit du c'était le riche. laboratoire, Ah bah là. le laboratoire geek Ah ouais, c'est ça. de l'époque, quoi. Et C'est génial. on était dans les années 80. Donc, petite parenthèse refermée, mais c'est vrai que ces téléphones portables à l'époque, incroyables. Bah, et puis après, évidemment, il y a eu l'évolution. Oui, qu'on le a GSM connue, qui est le arrivé GSM, dans les années 90. les téléphones mythiques, les Nokia 3310, ensuite les Razer qui sont arrivés. Mais oui. Enfin, tu vois, tu as eu toute cette gamme, ces téléphones qui, même encore aujourd'hui, ont ce côté un peu Madeleine de Proust technologique. Oui, quoi. Tout le bien monde sûr. se souvient de son premier téléphone portable, tout le monde se souvient d'avoir joué au Snake sur le 3310, enfin, en tout cas pour les moins jeunes de ceux qui nous écoutent, parce que peut-être qu'il y a quand même quelques jeunes qui n'ont même pas connu cette époque-là. Bah non. Ou peut-être dans un tiroir. Ou peut-être dans un tiroir, effectivement, et on les garde précieusement. Enfin, moi, je sais que mes premiers téléphones portables, je les ai encore à la Ouais, maison, tu ouais, vois. ouais. Jamais je m'en servirais, évidemment, mais je Moi, j'ai vais un pas les StarTAC jeter, tu vois. Motorola, tu te rappelles, Ah, c'était les StarTAC, petits trop bien. qui étaient Avec la petite antenne. Oui, et Ah, qui était d'une élégance ouais, folle, c'était en fait. super. Il se pliait, donc il était tout petit, tu pouvais le mettre dans la poche de ta chemise, tu sais. Ouais. Enfin, le clapet, c'était quand même la classe. Ah, à l'époque. c'était la classe, Hein, c'était le la petit- classe. le Et puis petit- il y avait une course à l'époque à la miniaturisation, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un smartphone, bon ben voilà, on a même des écrans de plus en plus grands. Mais à l'époque, le nec plus ultra de la technologie, c'était de miniaturiser. Tu te retrouvais avec des téléphones de plus en plus petits. Ouais, de manière assez logique, parce que sur ton téléphone, tu pouvais rien faire à part Non. téléphoner, Et envoyer des quelques SMS. Donc mais c'est forcément, tout. tu n'avais pas besoin d'avoir un écran. Ouais. Mais c'est marrant, effectivement, de voir que ces tendances, elles changent. Elle change. Et elles ont changé évidemment avec l'arrivée des premiers smartphones. Bon bah révolution iPhone, on va pas revenir Non, faire mais toute non. l'histoire, mais bon après on a bien vu l'évolution extraordinaire jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ait tous des téléphones dans nos poches évidemment. Oui, et qui sont beaucoup plus que des téléphones d'ailleurs. et qui, C'est voilà, ça qui est fou. qui servent à tout sauf téléphoner. Voilà, et qui servent à tout sauf à téléphoner. On téléphone de moins en moins avec son portable. C'est incroyable. Et ça crée de nouveaux modes de communication, évidemment le SMS, mais aussi les messages vocaux. Tout le monde s'envoie des messages vocaux via WhatsApp aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. C'est insupportable, il faudrait les interdire les Ah messages ouais, ça, vocaux c'est- via WhatsApp, moi je n'en peux plus. Enfin Et en puis- tout cas ceux qui durent plus de 5 secondes. tu Ouais, vois, voilà, c'est ça. Le mec Moi qui j'allais t'envoie dire des 20 messages- secondes, Ouais. mais Anthony est énervé. Donc Ah non, mais si vous attends. lui envoyez un message vocal, pas plus de 5 secondes. Ah ouais, n'envoyez pas des messages d'1 minute 30 là. Enfin, non, c'est pas possible. Mais pour revenir aussi à cette période on va dire, de la préhistoire du téléphone, tu te souviens aussi de ces téléphones qui ne fonctionnaient que dans la rue, le système d'Orange, en Ouais, fait, absolument. tu sais. C'était un mélange Les- de téléphones DECT qu'on avait à la maison, mais qui fonctionnait aussi dehors. Il fallait pas bouger, il fallait rester sous un lampadaire parce que tu avais ou à côté d'un arrêt de bus pour que ça fonctionne. Et je crois tu pouvais appeler, mais on pouvait pas t'appeler. C'est ça, ouais. Il y avait des trucs de dingue. Ça paraît la préhistoire quand tu. Ça quand paraît tu- la Et quand préhistoire. tu voyais aussi, enfin, c'est lié aussi, mais les prix des forfaits, le fait que tu doives payer les SMS à l'unité, où tu avais des forfaits avec SMS, 10 SMS, 20 SMS, 30 SMS. Et Enfin, c'était tout le ça a bebop, tellement- comme dit Jean-David, qui est à la régie. Voilà, ça Ah, s'appelle le bebop, ouais, absolument. Ces trucs-là, Ouais. incroyables. Absolument. Et dont on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps aussi, Ouais. parce que j'avais reçu l'un des ingénieurs qui avait créé ce truc-là. dans T'avais Tech & le Co. bebop et t'avais quoi? C'était le tatou en face ou le tabou? Alors, Je sais plus. Le bebop, c'était le téléphone, Ouais. mais tu avais aussi, après, effectivement, les petits petites pagers, messageries. en Ouais, les quelque sorte. pagers, Tu voilà, sais. exactement. Et là, tu avais le tatou, et tu en avais un autre aussi, je ne sais plus comment Ouais. il s'appelle, T'avais ça. et qui Et te permettait de recevoir des messages comme ça, des SMS. Et puis en parlant de pager, après, l'évolution des téléphones a fait, avant même les smartphones, mais tu as eu les Palm. Tu te souviens le Palm qui était aussi. Oh là là, les Palm, ça, c'était Ça, c'est top. pareil. C'était dans l'attirail. Tu vois, peut-être ton oncle en avait un aussi, tu vois, parce que je pense que c'était la totale, tu vois. C'était le. Ça, je m'en souviens vraiment moins, le mais Wall peut-être qu'il avait, Tu vois, il avait le c'était Palm. pas mal. Et puis BlackBerry, évidemment, après, qui était le téléphone des décideurs. Enfin voilà. Non, extraordinaire. Alors c'est intéressant parce que C'était le tam-tam, merci encore. Le Gilles. Il y avait le tam-tam, mais tatou et le tam-tam. Tatou et Tam Merci, Tam, il y avait JD. les pubs, je me souviens, à la télé qui était mythique. Alors, bon, pour sortir un peu de la Madeleine de Proust, on peut peut-être essayer de se projeter un peu aussi, mais moi, je me demande toujours comment ça va évoluer. Mais bien quoi, tout sûr. ça. Parce que là, on a l'impression que c'était la préhistoire, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus. Non. Alors, L'iPhone, c'était il y a 15 ans, tu Parce vois. qu'il y a 50 ans, évidemment, le premier appel, mais après, on se rend compte que tout s'est accéléré Ouais. il n'y a pas si longtemps. Bien Il y a sûr. quoi? Il y a
15 ans, quoi. 15-20 ans. Ouais, voilà, le Tu vois. smartphone, l'iPhone, L'ère c'est l'iPhone pré-iPhone, 2007, on va dire, Voilà. 2005, allez, on va dire si on est un peu large. Avant, il y avait le téléphone GSM traditionnel, Ouais. qui est arrivé en quoi, qu'à mi-95. Je me rappelle de Bouygues Télécom, le lancement c'était en 96, donc je pense que ça devait être Moi, 94, j'ai un eu mon truc comme premier ça. téléphone portable, je crois, Donc ça a 30 ans le 2000, tu vois. GSM quasiment. C'est ça, c'est ça. Et là, on voit bien que j'allais dire qu'il y a un petit ralentissement dans l'innovation. On en parle assez régulièrement. C'est vrai que les nouvelles sorties sur les smartphones, bon, maintenant, c'est souvent, ça va être des améliorations au niveau de l'optique, au niveau du processeur, ce qui est évidemment très bien, et c'est des performances technologiques et en termes d'ingénierie qui sont extraordinaires. Mais on voit bien quand même que là, maintenant, les smartphones, bon, se ressemblent tous plus ou moins. Oui, bien sûr. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est ça la question, c'est ça, la qu'est-ce qui va se question. Moi- Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Écoute, si on joue à Madame Irma un peu boule de cristal, on n'est ni l'un ni l'autre des voyants évidemment, T'as mais posé la question on- à ChatGPT ou pas? Non, tiens, j'aurais dû. T'as raison, très bonne idée. Ouais. On peut toujours poser la question à ChatGPT. Mais bien sûr. Mais non, mais juste en voyant un petit peu, t'étais allé au Mobile World Congress de Barcelone, c'est souvent là aussi où les Oui. prochaines tendances se dessinent. Alors il y aura des choses qui feront l'avenir du smartphone, d'autres qui seront probablement oubliées. Moi, je pense que ça va aller dans plusieurs directions différentes. Je pense qu'il va y avoir des améliorations. Attention, enregistrez bien ce passage sur votre VHS. Et ressortez-le Et dans 5 ressortez-la ans dans 10 pour ans. dire, regardez, comme il racontait n'importe quoi à l'époque. Voilà. Ou alors, qu'est-ce Ou- qu'il était visionnaire, Alors, Anthony? peut-être, j'espère. Moi, je pense que sur le design des téléphones, on va avoir des évolutions. On a beaucoup parlé des smartphones pliables. Pour l'instant, c'est un marché de niche. C'est pas encore complètement au point. Moi, je crois qu'on va avoir une vraie révolution avec la miniaturisation des composants. On a vu déjà pas mal de prototypes de téléphones enroulables, c'est-à-dire non plus seulement pliables, mais qui vont se dérouler comme un store ou comme un papyrus, et qui permettent d'avoir un tout petit format qui va se transformer quasiment en grand écran. Il y a Motorola qui avait présenté ça au dernier Mobile Oui. World Congress, Oui. Oppo également. Impressionnant. C'est très spectaculaire, il y a un effet waouh qui est évident. Et on a même LG, quelques mois plus tôt, qui avait présenté un écran étirable. Je ne sais Oui. pas si tu te souviens. Où là, Comme c'est un papyrus, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, j'allais dire, c'est même presque comme de l'élastique. Oui, quoi, si oui, tu veux, où oui. tu peux tirer Oui, dessus. oui, 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 tu peux tirer dessus. Et alors là, tu te dis, ça peut en fait laisser imaginer en tout cas des nouveaux form factors auxquels on n'a peut-être même pas encore pensé jusqu'ici. Donc là, je pense qu'en tout cas, il y a il y a des pistes de recherche intéressantes qui vont arriver. Ça, c'est la première chose. Sur quoi on peut avoir des améliorations? Je pense sur tout ce qui est chargeur. Et là, il va y avoir des trucs très intéressants aussi qui arrivent. Alors, il y a pour l'instant des expérimentations qui sont dans le domaine du laboratoire, mais tu as des chercheurs australiens, je ne sais pas si tu as vu ça il y a quelques semaines, qui ont annoncé avoir mis au point des batteries qui se rechargent avec l'air qu'on respire, avec l'air qui nous entoure. Incroyable. C'est hallucinant. En fait, c'est une biopile naturelle qui utilise des bactéries, inoffensives, hein, je précise, mais des bactéries qui ont la particularité de capter l'hydrogène dans l'air qui nous entoure. Il y a des petites quantités d'hydrogène dans l'air et de les transformer en électricité, en énergie. Et donc, du coup, tu peux créer à partir de ça des piles naturelles. Donc, on pourrait imaginer, à terme, hein, encore une fois, c'est pas pour dans les 6 mois qui viennent, mais c'est des pistes de recherche, des téléphones qui pourraient se recharger simplement avec l'air ambiant. Ce serait incroyable, tu vois. Incroyable. Et il y a plein d'autres dans la même veine. Tu as les téléphones à énergie solaire avec des écrans photovoltaïques que tu pourrais intégrer. Ils ne sont pas encore très au point, mais ça aussi, on pourrait imaginer. Utiliser l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie de nos mouvements aussi pour recharger les Bien téléphones. sûr. Ça, je pense que c'est un des derniers gros points faibles des téléphones. Tu vois, On peut aussi l'autonomie et la imaginer batterie. peut-être une révolution, en tout cas une innovation de rupture dans le stockage de l'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui coince. C'est un vrai problème. On a une batterie lithium-ion, ça fait des années que ça existe, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans ce domaine-là. Tu as raison. Et peut-être que demain, peut-être qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur une nouvelle méthode de stockage avec de nouvelles recettes chimiques qui font que peut-être ton téléphone aura une autonomie d'une semaine dans quelques temps, on ne sait pas. Oui, absolument. Et puis en plus, Peut-être. on peut aussi miser sur le fait que les chercheurs, maintenant, ils travaillent à la fois sur les smartphones, mais tu as aussi maintenant la voiture électrique. Et donc les batteries, c'est pas si différent que Non. ça, quoi, si tu veux. Et du coup, il y a, je pense, aussi des synergies entre les télécoms, l'industrie des télécoms d'un côté, l'industrie automobile, avec les milliards de dollars en recherche et développement qu'ils peuvent mettre dans ce genre de champ d'application, avec l'histoire en plus des voitures électriques qui vont être bien sûr. obligatoires à Eh partir oui. de 2035, etc. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place, je pense, qui vont avoir aussi un impact sur les téléphones portables. Alors il y a un autre point, c'est sur la connectivité. On a la 5G, mais il y a la 6G qui va arriver aussi, hein. Alors on peut se dire, ouais, déjà la 5G, je vois pas trop l'intérêt. La 6G, je sais pas à quoi ça va me servir, mais en tout cas la course elle est lancée. Tous Ouais. les industriels bossent dessus, de Huawei à Samsung, à tous les opérateurs aussi. Nokia, bien sûr. Nokia, évidemment, avec la Ericsson. promesse de débits qui seront encore plus rapides. On dit peut-être qu'on pourra sur son téléphone avoir des appels holographiques, tu vois, ce genre de trucs. Donc là aussi, il va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver de ce point de vue-là.
Voilà, ça fait déjà 3 pistes, Et je trouve est-ce que intéressantes. les mais- lunettes pourraient être le futur smartphone? Ouais, alors Ça, c'est la je me pose la question que tout question. le monde se pose. Ouais. Parfois, tu évoques le sujet avec des spécialistes, ils disent pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas, dans quelques années, avoir des informations non plus sur un écran déporté, mais un écran dans tes lunettes. Alors bon, vous allez me dire, on n'est pas tous porteurs de lunettes, mais peut-être que demain, ça deviendra, on va dire, un outil comme un autre, qui vous permettra d'avoir votre téléphone non pas dans la poche, mais sur votre nez. Ouais, Alors, c'est vrai que ça fait fantasmer, etc., mais pourquoi pas, Ben finalement? oui, bien sûr. C'est la grande question derrière ça, c'est est-ce que finalement le smartphone ne va pas être pas amené à disparaître? On Ouais, a oui. fêté ses 50 ans, je sais pas s'il fêtera ses 100 ans. Je sais pas. On est Après, très, moi, très loin, mais- j'ai un peu peur des lunettes et du côté intrusif. Parce que aujourd'hui, tu vois, malgré tout, ton téléphone, il est sur le côté, je suis concentré sur ce que je fais, etc. Alors, tu pourras peut-être passer en mode ne pas déranger, mais bon, enfin voilà, quoi, je sais pas trop. Ah oui, intrusif pour toi. Moi, je pensais intrusif pour les Non, autres. non, parce non, qu'il y a non, les deux pour- aussi, mais pour pour toi nous, aussi, ouais. tu vois. Ouais, je sais pas. bah Déjà, après, le téléphone, t'es tellement, je sais pas, toutes les 2 secondes dessus. Ah en ouais, fait, non, est-ce mais que ça- ça va pas améliorer les choses? T'as raison. non, Mais, c'est clair, c'est clair. mais c'était un peu le pari aussi de Google quand ils ont lancé les Google Glass, qui ont été un fail mémorable. Mais ils étaient un peu tôt, je pense. Mhm. Là, on voit bien qu'il y a plein d'expérimentations. Samsung, Xiaomi travaillent sur des lunettes, mais qui ressembleraient vraiment à des lunettes, où tu aurais toutes les fonctionnalités que tu peux avoir sur un smartphone ou quasiment. Alors après, il faut voir la question de l'interface, du pilotage. Comment est-ce que tu peux. Est-ce que c'est des interfaces vocales qui te permettront de passer d'une application à une Mhm. autre? Est-ce que c'est par le tactile en touchant les branches des lunettes? Ou alors est-ce que ce sera, si on se projette dans des trucs encore un peu plus fous, mais à la Neuralink, tu sais, avec carrément une puce intégrée dans le cerveau et qui te permettra de penser à une Oh action là là. et de voir l'action qui se déroule devant tes yeux. Non, mais dans l'écran de ton smartphone. Ouais, ouais. Si tu te places dans la tête d'Elon Musk, c'est comme ça que ça va, Oui, ça va c'est se passer. ouais, Hein. ouais. Lui, c'est un peu son pari. Tu as vu d'ailleurs que Neuralink Oui. a signé des partenariats avec un des plus grands centres de neurochirurgie aux C'est vrai, États-Unis c'est vrai. pour expérimenter Ouais, Neuralink sur l'homme. Alors, il a eu. Alors, c'est vrai qu'il y avait une commission qui avait été contre, je me souviens, Absolument. on en avait parlé il y a quelques semaines. La FDA, donc, qui est l'autorité américaine Oui. du médicament, Oui. lui a opposé une fin de non-recevoir en disant non, il n'en est pas question. Parce qu'il disait quand même, on veut tester sur les humains d'ici 6 mois, hein, avec Ouais, un ouais. projet de voilà, on vous fout une pulse dans le cerveau et puis vous pouvez commander des smartphones et des ordinateurs. Mais là, visiblement, il renonce pas et il continue, il tisse des partenariats. J'imagine qu'il va essayer de convaincre quand même les autorités américaines aussi. Ouais. Donc là aussi, tu vois, ça va être l'interface homme-machine. Ouais, C'est pas seulement l'appareil, le smartphone, mais ça va être aussi la façon dont on interagit avec lui. Ça va être intéressant aussi. Hein. Voilà, tout ça pour fêter les 50 ans du premier appel avec un téléphone portable. ChatGPT aussi, grosse semaine pour ce système d'intelligence artificielle conversationnelle qui n'en finit pas de faire fantasmer, de faire parler, de réjouir certains, de faire peur aux autres. C'est un sujet passionnant, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que il y a ceux qui s'ouvrent vers ChatGPT et puis il y a ceux qui se ferment, et notamment certains pays. On le voit. Alors, pas forcément pour les raisons qu'on imagine. On prend ChatGPT en Italie qui est interdit, mais non pas parce que ça fait peur aux Italiens, tout simplement parce qu'en fait, ça viole certaines règles de vie privée. Exactement, c'est une bête question. Bêtement, quoi, bête en fait. question de données personnelles. Mais en oui. fait. Enfin, bête. C'est un vrai enjeu. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, l'interdiction de ChatGPT, ça pourrait être sur des bases quasiment des craintes civilisationnelles, quoi. Tu vois, Oui, des oui, trucs, ça va remplacer tous nos emplois, ça va tous nous mettre au chômage, ou alors ça va aider à la propagation de fake news en masse. Donc on va mettre une sorte de moratoire, comme l'avait d'ailleurs appelé, on avait parlé la semaine dernière de cette lettre ouverte qui avait été signée par Musk et par 1000 chercheurs en IA et qui disait non, mais là ça va trop vite, il faut s'arrêter. Bon. Et l'Italie les a un peu pris au mot d'une certaine manière, mais dit en fait le problème c'est qu'aujourd'hui ChatGPT, quand on l'utilise, elle récupère toutes les données qu'on lui donne, dont on la nourrit, elle s'en sert pour entraîner son algorithme, mais elle le fait sans aucune base juridique valable en fait. Ouais. De quel droit elle récupère ces données, qu'est-ce qu'elle en fait, Ouais. combien de temps elle les conserve. Il y a eu quand même des problèmes, et d'ailleurs certaines entreprises ont commencé à interdire ChatGPT parce que il y a des gens, ils entrent des données dans ChatGPT, par exemple, ils lui donnent des documents d'entreprise, ils disent vas-y, fais-moi une synthèse de ce document ou trie-moi ces documents, etc. Oui. Bah oui, mais bon, Sauf c'est des que- sauf documents que le document, confidentiels. voilà, c'est ça. Et donc les mecs se sont rendus compte que des fois, ils retrouvaient des données confidentielles de l'entreprise dans Oui. d'autres conversations Bien oui. qui n'avaient rien à voir avec Eh oui, l'entreprise. parce qu'en fait, ChatGPT agrège toutes ces données C'est ça. et après les recrache. Et donc c'est quand même un peu C'est problématique. un peu problématique. Donc là, c'est un Mais c'est vrai premier que pour les souci. entreprises un peu sensibles, on déconseille ChatGPT quand même. hein. Je pense que Alors, il existe aujourd'hui des IA qui sont fermées, qui ne sont pas connectées
on va dire, au réseau. Donc, en fait, les données restent dans l'entreprise. Ouais. Mais malgré tout, vous arrivez à faire des résumés, des choses comme ça. Mais dès que vous passez sur ChatGPT, là, c'est fini. C'est du public, quoi. C'est C'est du du public, tout simplement. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème mis en avant par l'Italie, alors c'est pareil, c'est des points techniques, mais c'est qu'ils ne demandent pas de validation de l'âge. Ils ne demandent pas est-ce que vous avez plus ou moins de 18 ans quand vous vous connectez à ChatGPT. Et des fois, le contenu, même si bon, c'est quand même plutôt soft, ChatGPT, mais c'est pas forcément, on va dire, convenable pour tous les âges. Donc ça, c'est deux des choses qui sont reprochées par les autorités italiennes. Enfin, c'est la CNIL italienne un peu, qui donc demande à ChatGPT de se mettre en règle d'ici 20 jours, enfin de répondre à ses griefs. Mhm. Sinon, elle risque une amende. Alors bon, ça ne doit pas les empêcher de dormir, 20 millions d'euros maximum. Ouais. Tu vois, enfin, ils ont Oui, été oui, financés oui. 10 milliards par Microsoft. Je pense que c'est pas non plus ce qui leur fait peur. Mais ce qui est intéressant, c'est plus la tendance, c'est-à-dire, Oui, c'est la tendance parce qu'il y a l'Italie, mais il y a d'autres pays aussi qui Ouais. commencent à pointer du doigt ChatGPT. bah, tu as le Canada qui a lancé une enquête un petit peu sur les mêmes Oui. motifs. Bon, je vais pas entrer dans les détails. Ouais. Et alors, de manière assez intéressante, en France, là, on a eu les premières plaintes, 2 plaintes qui ont été déposées auprès de la CNIL. Alors, qui sont des plaintes de militants, de protection des données personnelles. Donc, bon, forcément, je pense qu'ils font ça aussi. Il y a aussi un côté symbolique. Mais c'est intéressant quand même ce qu'il raconte. Il y a une avocate qui dit avoir constaté l'absence de conditions générales d'utilisation à accepter. Bon, voilà, c'est un point technique. Et le deuxième, qui est un développeur qui bosse pas mal dans la protection des données personnelles et qui dit qu'en fait, il a posé des questions à ChatGPT qui le concernaient lui-même et il se rendait compte qu'il y a plein d'informations fausses qui sont sorties. L'algorithme a commencé à affabuler et à m'attribuer la création de sites web ou l'organisation de manifestations en ligne, ce qui est totalement faux. Donc c'est vrai que si ça commence à balancer des trucs faux sur toi, c'est un peu embêtant. Et donc là aussi, il y a peut-être manière à se plaindre Oui, et à à demander une légiférer un régulation. peu. Et, Après, enfin, on en discutait ensemble, mais la question c'est voilà, est-ce qu'on n'est pas encore dans cette espèce de presque d'image d'Épinal, tu sais, on dit souvent, c'est l'expression consacrée, les États-Unis créent, la Chine copie et l'Europe régule et taxe. Tu vois, et on est un peu dans ce truc-là, Bah quoi. oui. C'est finalement là, on est les C'est- seuls à se poser la question de bah ouais, alors on va mettre des régulations. Non, non, mais attends, il y a ils n'ont pas demandé si j'avais plus de 13 ans ou moins de 13 ans, donc on va les interdire. Bon, est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser? Est-ce que c'est pas plutôt le moment là où on a encore, j'allais dire, un ticket d'entrée qui est pas trop élevé, c'est-à-dire pour des startups, pour des entreprises, même s'il doit y avoir des fonds publics qui les accompagnent, etc., Mhm. pour créer des IA qui pourraient être concurrentes de Bien ChatGPT. sûr. Si l'Europe veut y aller, Ouais. c'est maintenant. On en a un, Hugging Face, que tu connais avec Absolument. Bloom, qui est très efficace, On qui a est créé plein par de. des Français. Alors, ils sont aux États-Unis, mais c'est créé par des Français. Ouais, on en reçoit régulièrement sur BFM Business voilà, j'allais dire des concurrents qui existaient déjà avant Oui, l'émergence oui, de oui. Et qui se ChatGPT. retrouvent comme ça, sous le projecteur. C'est ça, c'est ça. de- C'est de- c'est ce qui est génial avec ChatGPT, ChatGPT, c'est oui, que bien ça a sûr. vraiment, en Ouais. fait, ça a fait sortir du bois tous les projets qui étaient encore Ouais. soit des projets de recherche ou soit des trucs un peu confidentiels. Et en fait, il y a pas mal de trucs français et européens, donc peut-être que le moment là, c'est plutôt de se mettre en ordre de bataille et de dire Mhm. voilà, on a une riposte européenne forte face à ChatGPT, plutôt que d'essayer de réguler sur des trucs un peu techniques. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Non, mais tu as, je trouve que tu vois, c'est tout à fait raison. Et c'est vrai qu'en Europe, on a un petit peu toujours cette posture voilà, de constater, de compter les points en quelque sorte et de réguler. Voilà. Exactement. Et c'est. Alors, d'un côté, ça ne sert pas à rien parce que c'est un peu la sagesse, c'est un petit peu la méfiance. Parfois, ça a du bon. Mais bon, ça serait bien que parfois, on soit à l'origine de certaines innovations. bah, surtout quand on voit la qualité Ouais, des bien sûr. chercheurs, Bah on oui. n'arrête pas de le répéter, Mais bien mais tu vois, sûr. en IA, la On a une France, culture de l'IA en attends, France. on est parmi les meilleurs, ouais, quoi. c'est On est incroyable. vraiment, Ouais. on est excellent, il faut le dire. C'est vrai que Faut- c'est super agent tout ça. c'est On est voilà, d'accord. donc c'est peut-être pas. Alors c'est marrant, il y a Bruno Le Maire qui a été interrogé, le ministre de l'économie, là-dessus, en lui demandant est-ce qu'il faut réguler, etc. Il disait il faut pas interdire, il faut pas brider, justement en mettant en avant l'écosystème entrepreneurial, start-up autour de l'IA qu'il y a en France et qu'il faut pas empêcher. Mais il disait il faut quand même mettre en place un certain nombre de garde-fous, par exemple pour connaître les sources quand ChatGPT te donne une réponse, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut réfléchir à ce genre de choses, mais bon, il faut pas, je pense, qu'il faut pas mettre trop de freins. Non, en il ne tout faut cas, à pas faire l'innovation. n'importe quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que autre crainte aussi, c'est en fait comment dirais-je, l'explosion en termes d'emploi et l'explosion sociale qu'engendre, on va dire, ChatGPT. On en parle beaucoup, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, ça sera peut-être pas
équivalent à la perte d'emploi, mais ça va créer de nouveaux métiers. Et notamment, un métier moi, que je trouve passionnant, c'est entraîneur d'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as raison, c'est une bonne traduction parce que je n'avais pas trouvé de traduction en français. Donc le terme anglais, c'est prompt engineer. Et c'est le métier là, dont tout le monde parle en ce moment. Tu vas Oui, sur ou LinkedIn, il y a dresseur que ça. d'IA, quoi. Dresseur d'IA, c'est vraiment ça. Engineer, c'est ingénieur. Et les prompts, en fait, c'est ce qu'on entre, c'est le Oui. texte qu'on entre quand on fait une requête sur ChatGPT ou sur Midjourney. Et c'est capital ce prompt. C'est ça. C'est-à-dire que c'est avec une bonne question très pertinente, enfin, j'allais dire pertinente pour l'IA que vous allez avoir la bonne réponse et les bonnes actions de ChatGPT. C'est ça. Et ça s'apprend. Ça demande une connaissance profonde de la façon dont l'IA fonctionne. Parce qu'on pourrait se dire, non mais attends, poser une question à ChatGPT, moi aussi je peux le faire, c'est pas compliqué. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si tu veux que l'IA réalise une tâche très spécifique. Si tu veux, par exemple, je sais pas, rédiger un document juridique pour un cabinet d'avocats, par exemple. Si tu lui poses la question comme ça, elle va te faire une réponse nulle, très générique et tout. Et en fait, le talent du prompt engineer ou du dresseur d'IA, ça va être de séquencer ça en une suite de questions logiques qui vont donner des réponses qui vont être de plus en plus précises jusqu'à obtenir le résultat désiré. Et ça, en fait, c'est un vrai talent. C'est un vrai talent et c'est un talent qui se monnaie très cher. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui recrutent des prompt engineers. Alors, la fourchette est vaste. Ça va de 40 000 à plus de 300 000 euros par an. Pour les très bons prompt engineers, parce qu'en plus, c'est un métier nouveau finalement. Enfin, qui existait peut-être auparavant, avant ChatGPT, mais de manière confidentielle. Et là, d'un coup, il va y avoir une explosion de la demande. Clairement. Et de l'offre. Je pense que ça va aller dans les deux sens. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que pour une fois, dans ces métiers liés à la tech et à l'ingénierie, c'est les profils littéraires qui vont avoir un avantage, ou en tout cas qui ne vont pas être laissés pour compte. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont bossé dans les langues, la philo, l'histoire, qui ont une bonne maîtrise de la langue, qui vont être privilégiés. Alors, faut pas se cacher que si tu as un petit background tech, ça aide quand même beaucoup, très clairement. Mais en tout cas, c'est aussi le littéraire a aussi son mot à dire d'une certaine manière. Donc vraiment, truc fascinant. Et tu as raison de dire que c'est en fait une myriade de nouveaux métiers qui vont se créer. On parle souvent de destruction créatrice, Schumpeter, etc. Je ne pense pas que les nouveaux métiers qui vont être créés remplaceront en termes numéraires le nombre d'emplois qui sont potentiellement menacés. Parce qu'on parlait beaucoup de codeurs, de développeurs ces derniers mois en disant il y a un manque cruel de tous ces métiers-là. ChatGPT va pouvoir remplacer pas mal de ces profils. Oui, absolument. Ou alors, en tout cas, j'allais dire, leur faire gagner aussi en productivité. Peut-être que c'est toujours pareil. L'IA est très forte, mais ce qui est encore plus fort, c'est l'IA et l'humain en même temps. C'est clair. Et c'est peut-être là, en fait, qu'on va avoir... Mais peut-être que l'humain et l'IA représentent 3 postes de codeurs ou de développeurs. C'est ça que je veux dire. Non, tout à fait. Il y aura sûrement, en tout cas, une réduction du nombre de postes dans plein de métiers. Mais alors, juste pour finir sur les nouveaux métiers, parce qu'il y en a plein d'autres. Alors, j'ai découvert des noms de métiers liés à l'IA. Tu as par exemple le psy-designer. Alors, donc, psy-designer, donc psychologie et designer, le concepteur, c'est le mec qui va... ou la fille d'ailleurs, qui va concevoir la personnalité de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que Alexa, Siri, ChatGPT ont toutes leurs personnalité propre, leur univers propre, avec leur vocabulaire, leur façon de te répondre. Et demain, tu en auras encore plus parce que tu auras, je sais pas, une IA qui te servira d'assistant médical, une IA qui te servira d'amoureuse ou d'amoureux, on en parlait la semaine dernière. Ou quelqu'un qui te fera rigoler. Quelqu'un qui te fera rigoler. Et donc, il faut générer cette personnalité-là. Donc, tu as ces métiers-là. Tu as aussi les éthiciens de l'IA, donc éthicien de l'éthique. D'accord. Et en fait, tu as des groupes comme Microsoft, comme pour fixer des garde-fous sur certains thèmes, etc. En fait, c'est de donner des codes moraux, finalement, lorsqu'on est en train de concevoir une IA. Alors, quels codes moraux? C'est aussi ça la question, tu vois. C'est est-ce que ton IA, elle est de gauche ou elle est de droite? Est-ce qu'elle va être trop politiquement correcte? On avait parlé avec ChatGPT, des fois, c'est un peu limite et tout. Donc, ça pose des questions. Et puis, on a chacun un point de vue différent sur certains sujets. Donc, exactement. Mais donc, du coup, tu as aussi des personnes au sein des... Peut-être que tu auras une IA de droite, une IA de gauche. Oui, absolument. Tu avais ChatCGT là. Une IA pour les retraites, une IA contre les retraites. Non, mais c'est vertigineux, encore une fois. C'est-à-dire que vraiment, ça ouvre un champ des possibles qui est immense, immense. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on dit destruction d'emplois, faut pas non plus complètement paniquer. Il y a plein de métiers qui existent aujourd'hui dont on n'aurait jamais eu l'idée il y a 20 ans, tu vois. Je sais pas, les mecs qui sont opérateurs de drones aujourd'hui, les mecs qui sont spécialistes du BIM dans le bâtiment. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se créer, quoi. Après, c'est vrai que pour les tâches, il y a beaucoup de tâches peu qualifiées, mais même des tâches avec un très haut niveau d'expertise. Les cols blancs, comme on dit, qui vont être transformés. Absolument.
Voilà pour ChatGPT. Un petit mot sur Elon Musk, quand même, qui n'en finit pas de nous faire ou rigoler ou nous faire la grimace, tout dépend. Le dernière petite facétie en date, c'est le New York Times, hein, qui est un exemple quand même assez flagrant de l'interventionnisme d'Elon Musk sur son joujou, hein, parce qu'on a l'impression que c'est son jouet Twitter. C'est vraiment son truc à lui. Quoi. Moi, j'ai mon ordi, j'ai mon iPhone, lui, il s'est acheté Twitter pour 40 milliards. Ouais. Il fait un peu ce qu'il veut. C'est ça. Qui a baissé de valeur de moitié. Quand même, c'est pas rien depuis son rachat. C'est lui qui le dit d'ailleurs. Ouais. Mais oui, c'est exactement ça. C'est son jouet. Et j'allais dire, c'est le fait du prince. Quoi. Vraiment, il fait ce qu'il veut. Et des fois, c'est vrai que c'est bon. C'est un peu lourdingue quand même. Bizarre. Ouais, c'est ça. Enfin, le truc qu'il a fait avec le New York Times. Je suis pas un grand fan du New York Times. Non, mais bon. Voilà, c'est pas du tout la question. Il leur a enlevé donc leur badge de certification, le fameux petit badge doré dont ils bénéficiaient. Et surtout, de manière quand même incroyablement peu élégante, en disant... mais injustifié. Alors, injustifié, c'est vraiment en leur enlevant... Mais alors, lui, le justifie en disant... De toute façon, le New York Times, c'est pas du journalisme, c'est de la propagande, et c'est l'équivalent sur Twitter de la diarrhée verbale. Enfin, il a utilisé, c'est même pas de la paraphrase, c'est quasiment au mot près ce qu'il dit. Mais c'est son point de vue, c'est ça le problème. Ouais, et puis je veux dire, on n'agit pas comme ça, quoi. C'est hyper bizarre. Non. Le gars a quand même surtout sur un média, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui avait 55 millions d'abonnés, 55 millions d'abonnés sur Twitter, tu vois. Et puis ça crée des situations ubuesques, parce que du coup, il leur a enlevé leur petit badge, et donc il y a des mecs qui ont créé des comptes New York Times, qui ont acheté la certification. Twitter Blue, voilà. Et donc du coup, tu te retrouves avec un faux compte officiel. C'est hyper bizarre en fait. C'est un peu malsain en vrai. Et puis, mais même là, enfin, je veux dire, ils se retrouvent au pied du mur, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'avec bon, alors. Voilà, on en parle, tout le monde rigole, mais bon, c'est n'importe quoi. Donc c'est assez inquiétant quand même de voir tout ça. T'as eu ce qu'on voit ici, le Dogecoin, là aussi. Oui. C'est hallucinant où il a remplacé changé le logo. Il a enlevé le petit oiseau bleu pour mettre le petit chien. Pour mettre le logo du Dogecoin, donc qui est une crypto qui a commencé comme un mème, hein, ça a commencé comme une blague, et puis ensuite Elon Musk s'en est emparé en disant que c'était la crypto du futur, la crypto du peuple, et donc ça a fait exploser le cours du Dogecoin. Il est en procès actuellement parce que des gens l'accusent de manipulation de cours. Ce qui est vrai. Alors, légitime. Oui, alors là pour le coup c'est un peu dur. Je vais me faire un peu l'avocat aussi d'Elon Musk. Ouais. En fait, il est trop puissant malgré lui. C'est-à-dire que Elon Musk, il peut parler de n'importe quoi, de n'importe quel produit, de n'importe quelle crypto, de n'importe quel produit d'investissement, et nécessairement le produit en question va prendre 30% dans la foulée. Est-ce que justement, il ne devrait pas avoir le recul pour ne pas évoquer ces sujets-là, du fait de connaître sa toute puissance? Ouais, mais ça le fait marrer, je crois. Ça le fait marrer. Ouais, ça le fait marrer. Tu vois. Mais bon, tu peux pas te fait marrer, mais au bout d'un moment, voilà. Quand Elon Musk dit je vais mettre 10% de ma fortune dans le Bitcoin, forcément le Bitcoin explose dans la foulée. Quand Elon Musk dit finalement non, le Bitcoin c'est pas top, Tesla n'acceptera plus les paiements en Bitcoin, forcément boum, le Bitcoin prend un coup. Et pour le Dogecoin c'est exactement la même chose. Donc c'est compliqué. Franchement là pour le coup c'est une question compliquée. Oui. On parlait d'éthique d'IA, mais il faudrait peut-être parler aussi de l'éthique des milliardaires. Ouais, c'est vrai. Enfin ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on parlait de troll, c'est surtout c'est un énorme troll Elon Musk. Moi, en même temps, ça me fait marrer. Oui, j'adore. Le matin, je te dis, c'est mon petit plaisir d'aller voir ses tweets et de voir un peu les dernières bêtises d'Elon Musk. Ça nous fait rigoler. Pour terminer, écoutez, on va encore évoquer la nostalgie. On a commencé par la nostalgie avec les 50 ans du premier appel par téléphone portable. Et on va terminer aussi peut-être par la fin d'un rendez-vous mythique qui a bercé pas mal de nos émois de jeux vidéo. Ouais. C'est le 3. Grand salon qui se déroule chaque année à Los Angeles. Enfin, qui se déroule, je disais qui se déroule, mais qui se déroulait, puisque cette année encore, enfin je dis encore parce qu'évidemment il avait été annulé pendant le Covid, mais cette année, le 3, n'aura pas lieu. Ouais, et c'est probablement la fin. Ouais, c'est la fin des haricots. La fin, quoi. Enfin, je les vois pas revenir derrière. Ça paraît compliqué, effectivement. Ouais, la fin d'un grand rendez-vous. C'était un des rendez-vous mythiques. T'avais le CES, le Mobile World Congress, l'IFA de Berlin. C'était le CES du jeu vidéo. Hein. C'est ça. Et c'était vraiment c'était une fête aussi. C'était une fête, absolument. Tu y allais, toi, ou pas? Et écoute, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Moi, j'y suis allé une année. J'ai halluciné. Ouais. Halluciné. C'est une fiesta immense. T'as plein de gens qui s'éclatent, t'as plein de personnes déguisées, maquillées, t'as des moyens incroyables qui sont mis en place par les constructeurs de consoles, mais aussi les développeurs qui présentent leurs nouveautés. Il y a une effervescence parce qu'il y avait à l'époque plein de jeux que tout le monde attendait qui étaient présentés. Moi, à l'époque, t'attendais les derniers Zelda de Nintendo, t'attendais tout. Enfin voilà. Puis t'as eu vraiment des moments absolument mythiques de l'histoire du jeu vidéo. Bien sûr. Alors moi, je
j'ai 2 moments qui me reviennent en tête. C'est 1995, l'annonce du prix de la première PlayStation. Et tu as l'intervention la plus courte de l'histoire. Tu as le patron de Sony, je crois que ça devait être la branche américaine de Sony, je pense, qui monte sur scène, prend le micro et il dit $299 et il repart. Donc $299. C'est tout ce qu'il Et dit. c'est tout ce qu'il dit. Et c'était pour annoncer qu'en gros, sa console allait coûter moins cher que les concurrentes et qu'elle allait tuer le marché. Qu'elle allait tuer les marchés. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, la PlayStation a connu un succès Parce qu'à l'époque, extraordinaire. tu avais Nintendo, tu avais encore Sega, T'avais je encore crois. Sega, t'avais la Saturn. Tu avais la Saturn. Ouais, la Saturn, c'est une console très sous-cotée. Ah C'était une ouais. excellente console, la Saturn, mais qui Mais n'a pas bien eu le sûr. succès qu'elle méritait, comme la Dreamcast d'ailleurs un peu plus tard. Mais la Dreamcast, moi, je voue un culte incroyable à cette console. Extraordinaire la Dreamcast, extraordinaire. Bah, les La Mega collectionneurs Drive. adorent. Et la adorent. Mega Drive. Mega Drive plus ancienne, mais Mais moi plus aussi, ancienne. moi j'étais Team Sega. Alors j'adorais Ouais, moi Nintendo, aussi, mais j'ai eu j'étais toutes les team- Sega. ouais, moi aussi, J'ai eu toutes les Sega. Master System, Mega Drive, Ouais. Game Gear. Donc ouais, bah, bref. Et La ouais, Dreamcast après, la Saturn. la Saturn, la Dreamcast, et et puis après, fini quoi, malheureusement. Ouais. Donc ce souvenir-là, tu vois, ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Et tu parlais de Zelda, hyper marrant aussi. Tu sais, Shigeru Miyamoto qui monte sur scène. À l'occasion, c'était la présentation de Twilight Princess, donc c'est sur GameCube. Et t'as cette image qui est restée mythique de Shigeru qui monte sur scène avec la Master Sword, donc l'épée et le bouclier d'Hyrule. Donc Ouais. en gros costumé en Et Zelda. bien Quoi. sûr. Et Et là, t'as ça cette devait, image iconique, ça tu vois. devait gueuler là dans la salle. Mais C'était attends, c'est un truc- génial. un truc quoi. de Vraiment. dingue. Et ça aussi, c'est pareil. C'est Ouais. resté- Et ça, c'était le 3, quoi. Donc c'est dommage, on n'aura plus de moments comme ça. Maintenant, Alors, ça, t'auras fait, ça fait un peu vieux con, mais je sais pas, j'ai l'impression que cette insouciance dans le jeu vidéo et cette, comment dirais-je, cette fraîcheur, parce qu'il y avait vraiment une ferveur quand on attendait des nouveaux épisodes de licence forte, bah, c'est un peu différent maintenant, parce que tout est dématérialisé, tout est... Enfin voilà, il y a... Bah, il y a- c'est ça. Moi, je suis d'accord c'est avec différent, ça. c'est Tu différent. vois, tu vas Et puis, suivre les on voit conférences. le modèle économique qui change du jeu vidéo. On va vers un Netflix du jeu vidéo. Aujourd'hui, tu vas plus acheter un jeu, tu vas acheter un abonnement où tu auras 200, 300, 400, 500 jeux, 1000 jeux. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est différent. C'est différent, autre chose. ouais. Et c'est un peu, c'est un peu triste d'avoir ce truc. Alors, on n'a pas expliqué pourquoi d'ailleurs, mais en fait, si le 3 s'arrête, c'est parce que plus personne veut y aller. Voilà, C'est c'est ça. tous les gros constructeurs Oui, ont oui. déserté. Hein. Nintendo, Sony, Microsoft, et on a eu Ubisoft aussi la semaine dernière qui a dit on n'ira pas. Bon, Ouais, bah, ça a été forcément, il y a le un moment. coup, ça a été le coup, Ah bah le ouais. coup d'arrêt. Il y a un moment, t'as plus personne, donc ça devient sinon ça devient un salon du jeu indépendant, ce qui est intéressant aussi. Mais et donc du coup, j'allais dire le dernier coup, le coup de Jarnac, si on peut dire, c'est le fait que si tu regardes les dates, ils vont tous faire leur showcase individuel du coup, mais ils vont le faire quasiment à la date de l'E3. Ouais, c'est ça qui est C'est terrible. terrible. Ouais, c'est C'est horrible. terrible, franchement. Ouais. Parce que Pour les organisateurs, ça doit être un Ouais, sacré c'est ça. coup, hein, quand même. mais on en discutait, c'est aussi, je pense, la stratégie des marques Oui, de bien sûr. se dire Ouais, on ouais. ne peut plus maintenant être Non, associé à une autre marque. Voilà. On veut créer notre événement et ne pas être accroché à d'autres choses. Apple l'a compris en premier, hein, c'est sûr. les premiers à être sortis des grands salons type Évidemment. CES pour créer leur événement. Eh bien voilà, Anthony, une page qui se tourne. Ouais. La petite larme qui coule. Tiens, je vais essayer de voir. Je dois voir toujours dans ma cave ma Dreamcast. Est-ce que ça marche toujours, ce Ah truc-là bah ouais, normalement ouais, si elle est bien dans son carton d'origine, comme tout collectionneur qui se respecte, j'imagine que tu l'as tenu Virtua Tennis. Ah, Virtua Tennis, c'était génial. Waouh. Virtua Tennis, c'était cool. Incroyable. Bon, bah Anthony, merci. Ouais, bah merci à toi François. Tous ces souvenirs. Bah oui. On va se faire un petit break. On attaque tout de suite notre deuxième partie avec Lionel Paris qui va nous donner plein de conseils pour bien choisir toute notre attire high-tech quand on part en vacances et qu'on a quand même un peu de télétravail aussi. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.